Bonjour, bienvenue à moi, Montréal et la poule joyeuse. Alors, une fois, Christine Michaud, tu as écrit en mettant ta signature dans un courriel, la poule heureuse aussi. Oui, mais parce que tu m'avais dit que tu étais la poule heureuse. Moi aussi, je suis une poule heureuse. Exactement. Mais pourquoi tu es heureuse? Oh my God, pour plein de raisons. Parce que tu es ici présentement. Merci. Parce qu'on fait ce qu'on fait. Parce qu'on s'adresse à vous. En même temps, je fais des parce que, puis il n'y a pas de raison d'être heureux ou heureuse. Je crois que c'est un sentiment, une émotion intérieure pour moi, le bonheur, qu'on doit cultiver. Puis qui doit se nourrir de toutes petites choses. C'est peut-être ça des fois qui fait qu'on passe à côté, peut-être qu'on se met trop de pression, qu'on pense que le bonheur va venir quand je vais avoir obtenu ou fait telle chose. Alors que non, le bonheur, je pense qu'il est là toujours. Puis c'est nous qui devons plutôt ouvrir la porte, être davantage présents, ralentir peut-être un peu pour le cueillir. Et c'est ça, exactement. La poule joyeuse vient d'une anecdote d'un livre de Luigi Malherbe, Les poules pensives. Okay. Alors il dit, une poule joyeuse avait pris l'habitude de chanter à toutes les heures qu'elle est pondue ou pas. Oui, exact, c'est ce que tu dis, non? Ça, mais oui, c'est vrai. Parce que si on attend, non, d'avoir rejoint un objectif, avoir fait des choses au week-end, etc., alors on risque d'attendre longtemps. On va attendre longtemps. Puis ce qui est beau dans ton histoire, c'est aussi que des fois, même si on a l'impression qu'on a manqué notre objectif ou qu'on n'a pas atteint, peut-être que c'est ce qu'il fallait qu'il arrive pour permettre autre chose. Tu vois? Oui. Donc, le bonheur aussi, c'est très relatif. Et là, c'est l'optimisme aussi. Oui, d'entretenir l'espoir. Oui, c'est vrai. Oui. L'espoir et puis penser que chaque situation peut être, entre guillemets, optimisée. Oui. Porteuse de quelque chose de positif, effectivement. Est-ce que tu veux raconter une fois dans ta vie où tu as vécu? Ça a été le cas? Oui. Ouf, il y en a eu sûrement plusieurs. Mais en fait, je pense que la plus marquante, ça a été quand j'ai fait une dépression majeure à l'âge de 28 ans. Qui a duré 2 ans, qui m'a demandé de faire de la thérapie, toutes sortes de choses. Puis, je l'ai même écrit dans un livre, je disais, c'est un cadeau mal emballé de ma vie. Parce que personne ne veut faire une dépression dans la vie, c'est sûr. Mais en même temps, je me connaissais pas bien, je savais pas ce que je voulais faire, j'étais pas assez présente et tout. Donc, je pense qu'il fallait qu'il y ait comme ce clash-là, qu'il y ait quelque chose qui s'arrête, qui soit difficile à traverser pour que ça m'ouvre les yeux, pour que ça me ramène dans le présent, puis que ça me donne envie d'un nouvel élan aussi, dans un sens. Donc, oui. En même temps, puis il faut faire attention parce que je raconte ça, puis quand je le raconte, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Mais je sais très bien qu'il y a des gens qui vivent des choses difficiles au moment où on se parle. » Puis qui vont dire « Ben oui, c'est facile de se dire ça pour vous, de penser ça, mais moi, présentement, je suis en pleine souffrance, je suis en pleine difficulté. » Puis c'est vrai, on peut pas non plus... En fait, l'optimisme, ça se développe, ça vient avec le temps, ça vient avec une prise de conscience. Mais sur le coup, il ne faut pas non plus nier qu'on vit des choses difficiles, que la vie, c'est pas toujours une partie de plaisir. Puis être capable aussi d'accueillir cette souffrance-là. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur le sujet en disant la joie et la souffrance peuvent cohabiter. Mm-hmm. Et Thich Nhat Hanh, qui est un grand maître zen, en fait, disait c'est probablement les deux extrêmes de la même chose. On a la souffrance. Ou il y avait une belle expression où il disait le bonheur, sa définition du bonheur, il disait le bonheur est constitué de non-bonheur. Ah. Parce que s'il n'y avait pas la souffrance, on ne saurait pas ce que c'est le bonheur non plus. Si on était toujours en état de bonheur parfait, heureux, léger, ça donne plus de contraste et peut-être que c'est moins intéressant de cette façon-là. Donc, tout ça pour dire que je pense que c'est bien de se nourrir de toutes ces histoires-là, de lire des livres sur le sujet, d'évoluer, d'aller en thérapie si on en a besoin. Mais aussi pas être optimiste à l'extrême, tu sais, ou penser que tout va s'arranger rapidement. On est beaucoup dans le rapide, là, on cherche la recette miraculeuse et tout. Il faut faire attention à ça. Là, c'est la pensée magique, qui n'a rien à voir avec la psychologie positive. Non, exact, c'est ce que tu dis souvent, non? Puis en fait, il faut faire attention aussi parce que je pèse mes mots, mais je vais le dire. Des fois, je trouve qu'il y a une espèce de snobisme, tu sais, à dire... il y a des gens qui vont dénigrer le développement personnel, ou ils vont dénigrer, ceux qui sont qui ont fait des grandes études en psychologie, parfois, pas tous, là, il y en a qui vont dire, mais ça, c'est du développement, la psychopop,
du bout des lèvres. Ou là, ils vont dire, ben oui, mais c'est pas surtout pas de la pensée positive. Alors moi, je fais bien attention de dire, c'est vrai, la psychologie positive, ce n'est pas de la pensée positive. C'est pas la même chose. La psychologie positive, c'est l'étude des forces et du fonctionnement optimal chez l'être humain. C'est de la science, donc il y a des études en arrière de ça. La pensée positive, c'est de se programmer, c'est de se dire des belles choses, en ayant espoir que notre vie va se transformer pour le mieux et tout. Mais c'est pas mauvais non plus. La pensée, il faut pas dire non plus que la pensée positive est mauvaise, pas du tout. Il y a des gens à qui ça fait beaucoup de bien, c'est ça qu'il faut pas oublier. Puis aussi, des fois, c'est une transition. Moi, je sais très bien qu'à une certaine époque, la loi de l'attraction, là, j'adorais ça. Mais encore aujourd'hui, je veux dire, il y a des choses qui me parlent, mais il y a comme eu une évolution, j'ai eu besoin de baigner dans ça. J'ai eu besoin d'une certaine époque de la pensée positive. Puis aujourd'hui, ben, je suis davantage dans la psychologie positive, mais en même temps, c'est l'ensemble de tout ça qui fait où je suis, ou ce que je peux transmettre, ou ce qui m'aide dans ma vie. Donc, il ne faut pas renier rien. Puis je trouve que c'est insultant même pour certaines personnes de dire « Ah, ça, c'est pas bon. » Ben oui, mais voyons, vous oubliez qu'il y a des milliers de personnes à qui ça fait du bien aussi. Tout à fait. Chacun a son parcours. Oui, puis chaque chose en son temps. Oui. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé comment tu as décrit dans tes livres le parcours qui t'a amené à la découverte de ta mission, l'importance de la mission. Et c'est magique, hein, parce que tu étais allée à cet atelier de Mark Fish. Oui, en pleine dépression. Ah non, mais non, j'étais en pleine dépression profonde. Puis il y avait genre 800 personnes dans la salle. Puis je me dis, oh my God, des illuminés. Trop pour moi. Puis je me disais, mon amie à l'époque, elle m'avait dit, je voulais m'en aller. Puis elle m'avait dit, non. Elle dit, ça va te faire du bien. De toute façon, au point où tu en es, ça peut pas être pire. Qu'est-ce que tu voulais que je réponde à ça? Je dis, bon, OK, c'est vrai. Je vais rester. Puis au début, je l'ai raconté souvent, mais il nous avait demandé de se lever debout, de se prendre les mains puis de chanter le mantra Om, là, pour améliorer l'énergie de la salle. À l'époque, là, pour moi, là, c'était de la folie. Là. J'ai bien changé. Là. Je suis rendue une illuminée moi-même. Je me suis illuminée depuis. Mais c'est fou comment on peut juger aussi quand on n'est pas... Puis surtout quand on va pas bien, là, c'est clair que... Mais il avait posé une question dès le début de l'atelier. Il nous avait demandé de faire la liste de ce qu'on aimait. Ce qu'on aimait dans la vie. Ce qu'on aimait, pas juste ce qu'on aimait faire. Qu'est-ce que j'aime? Si on se pose la question, qu'est-ce que j'aime, moi? On peut dire, j'aime le chocolat, j'aime la marche dans la nature, j'aime mon chien, j'aime mon chum. Bon, j'aurais dû mettre dans l'autre sens. J'aime mon chum, j'aime mon chien. Et après, ben, il y avait toutes sortes de choses qui sortent. Moi, ça sortait, j'en écrivais tout plein. Puis à la fin, il a dit, bon, déposez vos papiers crayons, prenez le temps de relire votre liste et de vous demander qu'est-ce qui est présent dans ma vie. Dans ce que j'ai écrit sur ma liste, est-ce que ce sont des choses que je vis au quotidien, que je fais? Et moi, ça a été là la prise de conscience, parce que je me suis dit, mais j'ai une liste à pu finir, mais dans le fond, je n'ai pas grand-chose de tout ça que je mets en application. Puis c'est drôle parce que je me souviens de m'être dit, peut-être que je viens de comprendre pourquoi je suis en dépression. Ça te fait un déclic. Oui, vraiment. Puis ça a même changé après comment je me suis présentée en thérapie. Parce que là, j'avais compris quelque chose, puis je me disais, voilà, là, je sais sur quoi il faut que je travaille. Il faut que je travaille à vraiment apprendre à me connaître. C'est quoi mes besoins? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie? Je suis ici sur la Terre, pourquoi? Puis après ça, concrètement, de l'intégrer aussi. Et tu as demandé à Dieu, non? Oui, utilisez-moi. C'est ma prière. Je la fais encore. C'est ma petite prière préférée, qui est toute simple. En fait, je dis, mon Dieu, utilisez-moi. Je me dis, je suis venue sur la Terre avec des forces, des talents, comme tout le monde, mais il faut que ça serve. Donc, puis des fois, on peut être surpris de ce que la vie pourrait nous demander. Tu sais, on pense que, exemple, moi, je pourrais me dire, OK, je suis venue sur la Terre pour communiquer, pour travailler dans le domaine des communications, puis je viens de dire travailler. C'est parce que c'est pas juste le travail non plus. On en parlait avec Franck qui est en arrière de la caméra présentement. Puis effectivement, c'est tout le processus créatif de la vie, c'est les passe-temps, c'est tout ce qu'on peut faire, les liens, les rencontres avec les gens qu'on croise et tout. Je pense qu'on peut être surpris de comment nos talents pourraient être mis à profit. C'est pour ça que je donne des retraites, j'anime des retraites spirituelles 2 fois par année qui s'intitulent « Écoute et réponds ». Écouter, ça veut dire ralentir, ça veut dire être présent, ça veut dire être plus attentif aussi
pour répondre à ce que la vie veut faire à travers nous. Et ça m'a été inspiré, ça vient pas de moi. En fait, ça m'est inspiré de la règle des moines, la règle de Saint-Benoît, mais celui qui m'en a parlé à la base, c'est Rémi Tremblay, que tu connais peut-être. Alors, et un jour, il faudrait interviewer Rémi. Oui, c'est ça. C'est un bon ami de Serge Marquis. Super. Donc, et Rémi, pour moi, c'est un grand sage, c'est un ami, mais c'est un grand sage qui m'a enseigné ça. Puis c'est pour ça que j'ai eu envie, je me suis dit, c'est vrai que la vie, ça va vite, on se laisse prendre dans cette course folle parfois. Donc, on a besoin de s'arrêter de temps à autre puis de dire, je vais déposer, je vais me déposer. Des fois, on dit, je vais déposer mon fardeau, mais même moi, je suis rendue que je vais me déposer. Juste pour être un peu plus à l'écoute. Et c'est beau ce que tu dis à propos de la mission, parce que des fois, on s'identifie à ce qu'on fait. Oui. Et on pense que la mission, c'est ce qu'on fait. Mais la mission, c'est aussi ce qu'on est. Oui, tout à fait. Mais oui. C'est pas juste le travail, la mission. Tu sais, moi, je pense que c'est bien plus grandiose que ça. C'est à chaque instant de notre quotidien, dans toutes les activités qu'on peut faire, où il y a une possibilité d'accomplir notre mission. Puis je pense que ça peut changer aussi. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on se met tellement soit de barrières ou de pression, je ne sais pas comment l'exprimer exactement, mais dans le sens qu'on se dit, là, je vais partir à la recherche de ce qu'est ma mission, puis je vais faire ça, puis ma vie va être sur les rails parfaite et tout ça. Bien, peut-être aussi que la mission de vie, il y a quelque chose qui est profond en soi, mais en même temps, ça peut prendre plusieurs couleurs, ça peut prendre plusieurs formes. Puis ça va se transformer parce que nous-mêmes, on se transforme. On va vivre des choses. Fait que peut-être que ce qu'on fait aujourd'hui, qui est dans notre mission, bien, dans 10 ans, 15 ans d'ici, ça va en changer un peu. Puis c'est ça que je trouve beau. C'est ce que j'appelle la danse de la vie. C'est de se laisser justement porter davantage par ça. Tu sais. C'est ce qui t'est arrivé, non? Parce que tu as fait pendant 11 ans cette chronique littéraire qui t'a beaucoup rempli. Et puis, à un moment donné, tu as compris que la vie t'amenait ailleurs. Ben, j'ai pas eu le choix de comprendre. C'est ça. Parce que j'ai tout perdu en l'espace de quelques jours. Mais le message était clair. C'est ça. Mais à l'intérieur de toi, tu avais déjà probablement compris, non? Oui. Puis même, moi, je dirais qu'une des grandes forces que j'ai peut-être développées dans ma vie, c'est d'apprendre à aimer le changement. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire et tout? Puis c'est un peu un état de panique. Mais en même temps, aussi présent, il y avait, je me demande ce que la vie me réserve. Exactement, la curiosité. Avec une curiosité, c'est ça. C'est ça. Et puis, comme tu écris bien dans ton livre Sexy Zen, puis tu t'es donné comme une deuxième chance. Oui, comme l'aigle. Comme l'aigle. Tu veux raconter cette histoire? Oui, l'histoire de l'aigle qui est magnifique. C'est une légende amérindienne, en fait. L'aigle qui arrive à l'âge de 40 ans, qui est comme au bout de lui-même, au bout de son souffle et tout. Et il peut se donner justement une occasion de renouveau, de second souffle de vie. Mais pour faire ça, ça va prendre 5 mois, sa transformation. Et d'abord, il va falloir qu'il s'en aille dans la montagne, près d'un arbre. Il va commencer en frappant son bec sur l'arbre pour que le bec éclate, pour qu'il y ait un nouveau bec qui puisse pousser beaucoup plus fort. Avec son nouveau bec, il va arracher chacune de ses griffes pour laisser place à des nouvelles griffes. Et avec les nouvelles griffes, il va arracher tout son plumage pour laisser place à un nouveau plumage. Après 5 mois de cette transformation, il va faire ce qu'on appelle son vol de renaissance pour annoncer en fait à tous ses congénères qu'il s'est donné ce second souffle de vie-là et ce qui va lui permettre de vivre probablement encore 30 à 40 années supplémentaires. Puis j'avais reçu ça d'une dame qui m'a envoyé ça par courriel, cette histoire-là. Puis j'ai trouvé ça tellement beau, tellement touchant parce que je me suis dit, mais c'est pareil pour l'humain. Puis ce que je trouve beau aussi là-dedans, c'est qu'on ne dit pas ça va être facile, puis ça va se faire en l'espace de 24 heures. Ça lui prend 5 mois à l'aigle faire ça. Il faut qu'il passe par tout un processus. On comprend que ça doit être souffrant par moment, mais en même temps, il doit pressentir aussi ce qui va venir après. C'est pour ça qu'il le fait, sinon ce serait du masochisme. Exactement. Exactement. Donc, c'est la même chose pour nous. Et je crois qu'il n'est jamais trop tard pour se donner ce second souffle de vie-là, pour dire, ben, je me donne un nouvel élan, je deviens qui je suis ou je fais ce pourquoi je suis venue sur la Terre. Tu sais, il y a des moments comme ça, des moments de grâce que j'appelle qui peuvent arriver. Écoute, je connais une femme, ça arrivait à 80 ans. Donc, tu vois? C'est magnifique. Et comment tu as connu ton amoureux?
plus, c'est présentement, il est à l'autre bout du monde, alors Ah oui? là, je m'ennuie, fait que parler de mon amoureux, c'est spécial. Mais en fait, on a été présentés par une femme qu'on connaissait tous les deux. Ben, lui, il la connaissait beaucoup mieux que moi. Puis lui, il pensait qu'elle était mon amie. Alors, il a fait vraiment confiance en se disant, bon, ben, c'est son amie, je peux... Mais moi, on se connaissait en fait parce qu'on est dans les médias, les deux, on a travaillé un peu dans les médias et tout. Fait que c'était plus de par ce qu'on faisait dans la vie, mais on se connaissait pas vraiment, là. Et elle a eu un flash, elle me l'a raconté après. En fait, j'ai donné une conférence au même endroit qu'elle. On était 3 conférencières. Il y avait Mitsu, elle et moi. Et moi, je l'avais jamais rencontrée, je crois, avant. En tout cas, je suis allée la voir, puis lui dire que j'avais trouvé sa conférence intéressante et tout, puis qu'elle était vraiment charmante, parce qu'elle était venue se présenter et tout. On repart de là, comme par hasard, peut-être une semaine ou 2 après, je la recroise en arrivant dans un restaurant avec une de mes amies, une amie qui est comédienne et qui est Sylvie Boucher, qui écrit sur les synchronicités, entre autres, de la vie, la magie de la vie. Puis moi, je dis c'est comme une amie magique parce que comme elle croit à ça, puis elle baigne là-dedans, on dirait que quand je suis avec elle, c'est amplifié. Et cette fois-là, bon, on arrive, on voit cette fille-là, je lui parle un peu, tout ça, on va manger. Et elle est allée manger avec Éric, mon conjoint, mais à l'époque, c'était pas mon conjoint, je le connaissais pas. Puis, elle lui demande comment il va, je sais pas, pose des questions sur sa vie. Alors, il finit par lui dire qu'il est célibataire. Elle dit « Ah oui », puis là, elle me raconte après, au moment où il lui a dit qu'il était célibataire, elle dit « J'ai comme vu ton visage dans ma tête. » Puis je me suis dit « Ah! » Elle était même pas certaine que j'étais célibataire moi-même. Puis là, elle m'a écrit sur Facebook, puis elle m'a dit « Est-ce que tu accepterais de me donner ton numéro de téléphone? J'aimerais te parler de quelque chose. » Bon, oui, je te donne mon numéro de téléphone, puis elle m'appelle. Puis moi, je me dis peut-être quelque chose business, je sais pas. Non. Non, première question, es-tu célibataire? Oui. Pourquoi? Et là, elle me parle de lui, tout, puis on est allé, il m'a invité à souper. Il m'a appelé, en fait, elle m'a demandé la permission de lui donner mon numéro de téléphone aussi. Il m'a appelé. Déjà, au téléphone, là, c'était super parce que j'avais l'impression que c'était facile. Puis, mais il faut que je vous dise qu'à l'époque, j'étais découragée. J'avais même un peu jeté la serviette. J'avais dit, j'avais 3 animaux à l'époque. J'avais mon petit lézard qui est décédé aujourd'hui. Puis je disais, c'est 3 petits mâles. Fait que j'ai eu 3 hommes déjà dans ma vie, c'est des animaux. Mais j'étais heureuse, j'étais comblée par ce que je faisais, par mes amis, par ma famille, par tout ce que je vivais. Puis bon, dans le fond, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un conjoint? Peut-être pas. Puis je veux surtout pas être en mode, faut absolument que j'aie un amoureux, papa. Et j'ai quand même fait l'effort ce soir-là, où il m'a invité au restaurant. Je me suis dit, bon, allez, petit effort. J'ai mis ma robe, ma petite robe. Puis je suis partie au restaurant. Puis je me rappelle que je suis rentrée dans le restaurant. Puis ça, c'est quelque chose de cute aussi, parce que j'avais déjà entendu plusieurs fois des gens dire, je l'ai su tout de suite quand je l'ai vu. Puis moi, je me dis, ça, c'est des histoires de contes de fées. Ça n'arrive pas pour vrai. Mais effectivement, quand je suis rentrée au restaurant, il était assis comme au fond, de côté. Puis je me souviens, puis je le voyais pas très bien, là, il est au fond du restaurant, mais il y a comme une, tu sais, des fois on sent une énergie. Oui. Puis je me souviens de m'être dit, il se passe quelque chose déjà. C'est fou, hein? Puis on a mangé ensemble, on s'est parlé, c'était super agréable, facile, comme si on se connaissait depuis toujours. Puis en sortant du restaurant, on est allé pour reprendre nos voitures qui étaient au valet parking. Puis là, il m'a serré dans ses bras en me disant merci pour la belle soirée et tout. Puis il m'a tout de suite dit, j'aimerais vraiment te revoir. Est-ce que tu es disponible dans les prochains jours? Déjà, je me dis, yes! Yeah! Une personne concrète! Ben oui! Je te rappelle, chérie, là, si ça donne. Puis là, il m'a serré fort, fort dans ses bras. Il m'a pas embrassé rien, là, mais juste serré fort, là. Puis ça m'a émue. Ça m'a émue aux larmes parce que je suis rentrée chez moi, là, après, puis je me suis dit, il m'a touchée profondément, cet homme-là. Oui. Puis après, the rest is history, comme on dit. On s'est revus 2 jours après. Puis bon, ça fait 2 ans et demi. Là. Wow, oui, c'est magnifique. C'est une belle histoire parce que je trouve qu'on se complète bien, qu'on évolue bien ensemble. Je pense qu'on se permet mutuellement de cheminer aussi, tu sais, ce qu'on s'apporte l'un l'autre. Puis pour moi, Éric, je pense que c'est un des êtres humains, si c'est pas l'être humain le plus complet que j'ai rencontré dans ma vie. Parce que c'est un scientifique, c'est un homme d'affaires, c'est un artiste, avec une ouverture spirituelle extraordinaire. Tu sais, moi, je peux être un peu, des fois, je lis toutes sortes de choses. Je peux être hyperactive par moment, dans mes élans de créativité ou peu importe. Puis lui, il me suit là-dedans, il me juge pas. Au contraire, il me stimule, il m'encourage.
il m'ouvre les ailes carrément. Et puis vous faites aussi des choses ensemble. Oui, ben on a écrit un livre, c'est ça. Ben ça c'était son idée à lui. Oui. Parce que lui il a cherché des médicaments en fait. Il y a 9 brevets à date de médicaments qui effectivement qui ont fonctionné. Mais il s'est rendu compte dans cette carrière-là comment c'est difficile. C'est quand même très difficile de trouver des médicaments, entre autres pour guérir le cancer, on le sait. Et c'est pour ça qu'il a eu l'idée. Il s'est dit ben à la fin de ma carrière, ce que je peux laisser pour lui qui était le plus important et nécessaire, c'est de rappeler aux gens à quel point la prévention, c'est important. Comme c'est difficile de trouver des cures, aussi bien faire attention au départ. Alors ça, c'est vraiment l'espèce de combiné de tous les sujets qui concernent la santé, la longévité. Puis bon, à partir à moi, c'est le bonheur, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, ben c'est beau, c'est bien beau de vivre longtemps et en santé, mais si c'est pour être malheureux, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, j'ai écrit 4 chapitres. Et tout ce qui est là-dedans est référencé scientifiquement, parce qu'il y a Eric et moi, mais il y a Diane Bilodeau, qui est aussi une scientifique, qui est le docteur Christian Fortin. On a été révisé par des professeurs de l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, dans mon cas. Et c'est donc un ouvrage, il y a plus de 500 références scientifiques qui sont liées à ce qui est écrit là-dedans. Ce qu'on voulait, c'est qu'on voyait qu'il se publie plein de livres sur toutes sortes de sujets très particuliers, c'est-à-dire l'activité physique, l'alimentation, par exemple le sommeil, la psychologie, toutes sortes de choses comme ça. Mais on sait qu'aujourd'hui, les gens ont moins de temps peut-être à consacrer aux lectures et tout, puis on voulait aller chercher vraiment ce qui était le plus efficace, bénéfique de chacun de ces sujets, puis de les mettre ensemble. Parce que, tu sais, il faut à un moment donné comprendre aussi que ce qu'on fait en exercice physique va avoir probablement un impact sur notre psychologie et inversement, et la nutrition, et par rapport au sommeil et tout. Fait que c'est vraiment de combiner tous les sujets, d'en extraire le meilleur, pour que les gens puissent prendre ça, puis se concocter un peu leur propre programme, puis de devenir ce qu'on appelle un jardinier de leur vie. Donc, de cultiver leur santé aussi, puis leur bonheur. Et à propos de tes chapitres, je vu il y a les 5 principes de la psychologie positive. Le modèle PERMA. Exactement, on peut parler aussi de ton projet PERMA, oui, bien sûr. Le projet PERMA, en fait, tu sais, au départ, j'avais fait le projet Bonheur sur le web. Ça, c'est il y a 2-3 ans déjà. Quand j'ai étudié en psychologie positive avec Tal Ben-Shahar, qui est on appelle le grand prof du bonheur de l'université d'Harvard, moi j'ai fait un certificat d'1 an et à la fin, il fallait que je fasse un projet de fin d'études. Et moi, j'ai monté un programme sur le web qui était sur 12 semaines avec 12 thématiques de psychologie positive et une mise en action chaque semaine. Parce qu'il y a une étude qui est très importante à connaître, c'est que les facteurs chroniques influençant notre niveau de bonheur, à 50%, il y a la génétique. Ou à peu près. Là. On fait des beaux pourcentages dans ces affaires-là, mais si on s'évaluait tout le monde, ça peut changer un peu, mais environ 50%. 10%, c'est nos circonstances de vie. On habite où, on fait quel job, on est avec qui, quel genre de vitalité on a, on gagne combien. Tout ça, c'est des circonstances de vie et ça ne compte que pour 10% de notre bonheur. Mais 40% de notre bonheur est lié à ce qu'on appelle les activités volontaires. Qu'est-ce qu'on va faire pour aller mieux et être heureux? Et moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de pouvoir que l'on pense sur notre vie. Et j'ai voulu aller tester, en quelque sorte. J'ai étudié en droit à la base. Fait que des fois, il faut comme j'obtienne un peu plus de preuves que d'autres, il faut croire. Et pour aller tester ça, j'ai monté le programme et j'ai lancé l'appel sur Facebook en me disant, j'espérais avoir au moins 200 personnes pour que ça vaille le coup. C'est-à-dire que ça a une certaine valeur là, comme test en quelque sorte. Et il y a eu 1625 participants qui ont participé pendant les 12 semaines. C'était formidable. C'est ce qui est devenu le livre qui s'intitule Mon projet Bonheur. Et là, je m'ennuyais parce que j'aime ça faire ça. J'aime vraiment, puis je le fais avec eux. Moi, je suis vraiment participante. Oui, j'amène le contenu, mais je teste en même temps, puis je témoigne comme les autres parce que il y a une plateforme qu'on met en place pour ça. Et là, je me suis dit, je pense qu'on est dû pour un nouveau parce que le projet PERMA, ça vient du modèle PERMA, qui est la théorie scientifique du bonheur de Martin Seligman en psychologie positive. Il y a 5 éléments à la vie heureuse. Pour développer une vie heureuse, vivre une vie heureuse, on a 5 grands thèmes là, à couvrir. Alors d'abord, il y a les émotions positives. Ressentir le plus d'émotions positives au quotidien. Il y a 10 émotions positives qui sont plus puissantes que toutes les autres, donc il faut les connaître. Deuxièmement, il y a l'engagement, le flow qu'on appelle, donc l'expérience optimale. Quand on fait quelque chose, qu'on ne voit pas le temps qui passe, qu'on ferait toujours ça, que ça nous nourrit de l'intérieur.
ce qu'on fait présentement. Oui. Et ben, c'est important de trouver des activités qui nous stimulent de cette façon-là. Troisièmement, les relations harmonieuses, évidemment. Quatrièmement, le sens qu'on donne à notre vie. Et cinquièmement, l'accomplissement. Qu'est-ce qu'on va faire? Nos objectifs, nos rêves, tout ça. Et donc, j'ai monté un programme cette fois-ci sur 5 semaines. À chaque semaine, il y a donc, on va voir une des 5 thématiques, un des 5 éléments. Donc, la première semaine est sur les émotions positives et ainsi de suite. Et chaque semaine aussi, il y a des mises en action qui sont proposées pour que les gens puissent tester les bénéfices que ça peut leur apporter. Et ben là, encore une fois, j'ai monté le programme, je l'ai mis sur mon site. Puis ce que je voulais surtout, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre. Ouais. Je veux pas faire des trucs qui coûtent une fortune pour avoir peu de gens. Moi, mon but, c'est qu'il y ait le plus de gens qui participent, qui en parlent, qui le retransmettent après. Parce que les gens vont le faire, mettons, une fois avec moi, mais moi, j'ai aucun problème qu'ils le réenseignent à leurs enfants, à leurs conjoints, à leurs amis, à l'école. Après, là, ça vous appartient, puis que ça fasse des petits, comme on dit. Donc, puis là, c'est drôle, parce que je suis rendue que je dois justifier. Il y a des gens qui me disent, ça coûte 20$ pour les 5 semaines. Puis là, il y a des gens, 20$. Ben là, ça fait pas de sens. Et ça doit pas... est-ce que ça a une valeur? Oui. C'est du lundi au vendredi pendant 5 semaines. Mais c'est une vidéo par jour, peut-être des fois plus qu'une, mais en général, c'est une vidéo par jour. Ça peut être des textes, il y a des exercices, il y a toutes sortes de choses qui sont proposées, qui sont déposées sur un site, sur mon site en fait, avec un accès privilégié, où les gens vont pouvoir aller chercher leur matériel, donc ils sont quand même responsables de le faire. Puis, ça peut être suivi comme ils veulent. Moi, je le fais du 30 avril à la fin du mois de mai, donc au début juin. Mais après, je veux dire, les gens pourraient dire, ben moi, je vais prendre 5 mois au lieu de 5 semaines pour le faire. C'est à chacun à leur rythme. On peut le faire peu importe où on se trouve dans le monde. C'est ça qui est bien aussi avec l'Internet. C'est accessible, c'est facile. Et donc, il va y avoir des choses qui vont un peu venir avec ça, comme un peu sur Facebook et tout, pour que les gens, que ça crée une communauté aussi, que les gens soient en lien les uns avec les autres, qu'ils puissent se parler. Quand j'avais fait mon projet Bonheur, là, il y avait des groupes Projet Bonheur à Québec, en Estrie, à Montréal, des gens qui se rencontraient une fois par mois pour discuter de ce qu'on faisait dans le programme. Et j'ose espérer que ça va être la même chose avec le projet PERMA aussi. Oui, parce que quand on partage, on est encore plus motivé. Bien à faire sûr. les choses. Mais oui, mais oui. C'est ça justement que je on voulais chemine te demander. ensemble. Il y a un proverbe, je me souviens plus, c'est proverbe doux, mais qui dit tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est exactement ça. Oh. Écoute, moi je voulais te poser une question à propos de la génétique. Oui. Parce qu'avant on parlait de tes grands-mères, non? Oui, oui, oui. Et si tu peux en parler un peu parce que c'est merveilleux. Ben oui, mais j'ai eu 2 grands-mères formidables. Ça vraiment, je pense, une chance dans ma vie, une chance inouïe. Ma mamie Yvette, qui est la mère de ma mère, qui en fait a été là beaucoup pour moi aussi depuis ma tendre enfance. C'est elle qui m'a ouverte à la spiritualité, en fait, qui m'a appris même à prier. Mais elle avait toute une façon de m'enseigner ça. Tu sais, je disais, avec elle, les saints, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Antoine de Padoue, Saint François d'Assise devenaient mes amis. C'était mes amis imaginaires, je pouvais leur parler. Puis je me disais, mon Dieu, si on enseignait la spiritualité comme elle le faisait pour moi, ça changerait tout. Puis, tu sais, elle m'apprenait à dire mon chapelet, parce qu'elle était vraiment très religieuse. Puis là, je m'endormais, parce que je faisais le soir, mais je m'endormais en le récitant, évidemment. Puis ça m'a pris du temps avant d'y avouer que finalement, je le finissais pas. Tu sais. Puis là, elle m'a dit, mais non, mais t'en fais pas. Elle dit, les anges le finissent pour toi. Oh, et là, après, j'ai espéré que les anges finiraient d'autres choses pour moi dans ma vie, mais ça fonctionne pas toujours comme ça. Et c'est elle qui me parlait toujours de l'importance de transmettre l'amour, toutes sortes de choses. Elle avait une phrase, regarde, t'as un coussin en arrière de toi. Ça, c'était son... voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Ça, c'était ce qu'elle disait toujours. En fait, je pense que c'est le plus beau message à retransmettre aussi. Donc, elle m'a marqué beaucoup. Et la mère de mon père, Adélia, qui est décédée à l'âge de 101 ans, elle disait toujours « c'est beau la vie ». C'était une amoureuse de la musique, c'était une musicienne elle-même, une joueuse en fait, elle jouait du piano, une joueuse de piano, une pianiste. Ça m'entend, elle va être découragée. C'est beau, une joueuse de piano, moi j'aime ça. Elle, c'est ça, puis elle aidait sa communauté aussi. Je pense qu'elle était impliquée, entre autres, dans les concours de musique, puis ces choses-là.
était très élégante, une bonne oratrice. Donc, un beau modèle, tu sais. Puis même, à la limite, un caractère assez fort. Tu sais, elle avait une façon d'être aussi dans sa vie. Fait que j'ai l'impression, c'est drôle, des fois, j'ai l'impression que mes deux grands-mères, ça pourrait être deux personnages de roman, tu vois. Mais qui m'ont vraiment fortement influencée et positivement, surtout. Mais c'est vrai que quand j'ai entendu pour la première fois cette phrase de ta mamie Yvette, moi j'ai pensé que c'était une philosophe. Ben, moi aussi, parce que j'ai cherché. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, elle n'a pas inventé ça, ça doit venir de quelque part. Puis là, même ici à Lille, à un moment donné, je vois, ils vendaient des plaques en bois, écrit voir le bois, après c'est le bon, faire le bien. Je suis bon, ben voilà, je savais, ça fait pas de ma grand-mère. Je vais voir les gens, j'ai dit, ça vient d'où? Fait que là, ils savent pas trop, puis ils me disent, ah ben c'est une fille qui travaille ici, ou je sais pas, en tout cas, je me souviens pas des détails de l'histoire, mais c'était ma mamie. Elle avait pris dans un livre ou à une conférence ou je sais pas trop. Fait qu'en blague, j'avais dit, ben, vous devriez écrire sur la plaque signé Mamie Yvette. Yvette, bien sûr. Parce qu'il y avait d'autres plaques à côté qui c'était signé Félix Leclerc. Je m'avais les phrases de Félix Leclerc, mais Mamie, elle devrait avoir son nom aussi. Absolument. Alors moi, je viens d'entendre Chopin rire. Oui. C'est tellement beau. Il a roucoulé, puis après il a ri. Et Chopin, c'est beau l'histoire de Chopin. Oui, hein? oui. Ah oui, parce que Chopin aussi, c'est un modèle dans ma vie. C'est un petit être très inspirant. Bon, Chopin, c'est un perroquet. Oui. Faut savoir qui c'est. Puis quand je l'ai adopté, en fait, lui, il a été malade bébé. Il a fait une otite qui n'est pas très bien guérie. Il est plus petit que la moyenne. Puis je me souviens que l'éleveur qui l'avait m'avait dit, ben, je veux pas le vendre, celui-là, parce que je suis pas certaine qu'il va être très en santé et tout. Elle avait fini par me le vendre à rabais, parce que j'avais eu une espèce de synchronicité, un signe qui me disait que c'était lui, puis il fallait que j'aille le chercher. Et après, ben, quand j'étais allée le chercher, il y avait les ailes coupées, parce qu'on fait ça des fois au perroquet pour empêcher qu'il parte à voler, qu'il se sauve. Moi, j'aimais plus ou moins le principe, je me suis dit, ben, c'est un oiseau, il ne devrait pas avoir ses ailes coupées. Puis moi, si j'adopte un oiseau, ben, c'est pas pour qu'il soit toujours dans sa cage, c'est pour qu'il puisse voler aussi. Et donc, j'ai laissé pousser ses ailes. Puis je trouvais ça beau de voir ça parce que je voyais comment, au lieu de chercher à avoir un pouvoir sur lui, c'était d'apprendre comment ensemble on pouvait apprendre à vivre ensemble aussi. J'ai pris des cours pendant 1 an de behaviorisme aviaire pour apprendre à le comprendre. Mais ça marchait quand même. Puis aujourd'hui, il y a plein de choses qu'il fait qui me rappellent en fait un peu comment vivre. Comme il pose souvent la question, des fois je suis concentrée, je suis en train d'écrire ou je fais quelque chose. Puis là, il va dire « Ça va-tu? » Non, il est québécois un peu aussi. Il met des tu partout. Puis je trouve ça extraordinaire parce que je me dis, on oublie de se demander comment je vais présentement. De prendre la mesure de nos émotions et tout. Parce que si on se rend compte que, c'est vrai que là, j'ai pas des bonnes pensées, ou je suis stressée, ou je suis fatiguée. Bon, ben au moins d'en prendre conscience, ça permet d'agir pour corriger le tir, pour aller mieux. Absolument. Il t'aide dans ben oui, ça. Ben oui, puis il me fait rire, puis c'est un Casanova, il drague les filles qui viennent à la maison, donc il est très drôle. Et puis, en plus, le fait de le rencontrer t'a permis aussi d'aller plus loin dans le chemin du pardon. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as décrit. Ben ça, c'était avec mon grand-père aussi. Oui, parce que c'est ça. Le pardon, pour moi, en fait, il y a une chose, je pense, qui est importante à dire. C'est la plus belle définition ou façon de le percevoir, c'est dans un livre que j'ai trouvé ça. C'est dans l'histoire Le Chac. Ça a été traduit autrement, là. C'est Paul Young, l'auteur. Et c'est une histoire très spéciale, très spirituelle. Mais là-dedans, le monsieur, sa petite fille, elle a été assassinée. Et il dit, le pardon, il dit, c'est quand t'en veux tellement à quelqu'un là, que tu as ses mains autour de son cou puis tu voudrais l'égorger. Puis le pardon, c'est enlève tes mains. Puis c'est là que des fois, je pense qu'on se met un peu trop de pression. Tu sais, c'est pas de se mettre à aimer la personne, à devenir son ami. C'est enlève la charge. Libère-toi de cette charge-là. Parce que dans le fond, c'est à nous qu'on fait le plus de mal quand on ne pardonne pas parce que on pense à ça dans notre tête, comme Serge parle souvent, Serge Marquis. Tu sais, on ressasse des émotions qui sont hyper négatives, qui nous empêchent de vivre pleinement. Et donc, c'est ça, je pense qu'il faut surtout se rappeler. Aujourd'hui, puis après, c'est des étapes. Je pense qu'après, une fois qu'on a libéré la charge, bien, possiblement que ça peut être encore mieux après. Là. On peut faire un certain chemin.
Mais au moins au départ, c'est ça. Oui, parce que sinon, si on attend trop de soi-même, puis on finit pour rien faire. Oui, non? c'est comme vrai. dans toutes C'est les ça, choses. tout à fait, tout à fait. Ouais. Et donc, pendant un atelier sur le behaviorisme de perroquet, tu avais rencontré le un monsieur, oui, mon Dieu, tu me rappelles des souvenirs, c'est ça, je me demandais où tu m'as amené tantôt. Oui, puis lui était comme mon grand-père. Quel de souvenirs, ça fait longtemps que j'ai pas pensé à ce monsieur-là. C'est cute! Il y avait des perroquets lui aussi, puis ses enfants ne lui parlaient plus parce que il était alcoolique, puis il avait fait des choses qui n'étaient pas très gentilles aussi. Puis un jour, il m'avait raconté ça, puis moi, je trouvais ce monsieur-là tellement beau, tellement gentil. Puis je me disais, je peux pas croire qu'il a fait ça. En même temps, l'erreur est humaine. Puis, tu sais, on a pu, tout le monde se tromper, puis on a tous blessé, je crois, à certains moments. Des fois, sans même le vouloir d'autres personnes. D'autres fois, c'est autre chose. Puis je me souviens que quand il m'a raconté son histoire, puis je m'étais mise à me dire, mais si ses enfants pouvaient savoir ce qu'il est devenu, au moins, peut-être que ça les aiderait à juste, au moins, ne pas l'ignorer, tu sais. Et évidemment, la pensée qui m'est venue, c'était par rapport à mon grand-père, parce que lui aussi avait eu tout son cheminement de blessures et tout. Puis je me suis dit, mais c'est ça qui est, tu sais. C'est un cadeau. Et lui et mon grand-père, c'est un peu la même personne. Je veux dire. Tu sais, on se ressemble tous, on vit tous toutes sortes de choses qui peuvent être semblables. On oublie ça aussi, des fois. Oui. Oh, merci. Mais merci à toi, t'es mignonne. Bon, on a Toto qui veut se mêler de la conversation. On parle de Montréal avec toi, Toto. Oui, mais t'es déjà allée à Montréal, Toto, toi. Ben oui, en plus. Alors oui, ici avec Toto pour parler de Montréal. Alors, pourquoi es-tu heureuse quand tu vas à Montréal? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime de Montréal? En fait, c'est que je vis ici, sur une île, en campagne, plus un peu, si on peut dire, dans la nature. Donc, quand je vais à Montréal, pour moi, c'est la grande ville. C'est le côté cosmopolite, c'est le fait qu'il y a tellement de choses à découvrir, tellement de gens aussi, de nationalités, de richesses, de culture et tout. Puis même, je te dirais, là, c'est fou, mais quand je passe le pont Jacques-Cartier, souvent quand j'arrive, je prends le pont Jacques-Cartier, puis que je vois les lumières, les buildings de la ville, il y a quelque chose qui frétille en moi. Tu sais, ça fait... Puis c'est drôle comme il m'arrive aussi plein de choses souvent, des rencontres, des trucs magiques, des moments, un peu des petits moments de grâce de la vie là, que j'aime, qui se passent à Montréal. Bon, c'est sûr qu'aussi avec le temps, tu sais, on développe, il y a des adresses, il y a des endroits que j'aime aller particulièrement. Moi, je vais toujours à l'hôtel Saint-Paul dans le Vieux-Montréal parce que c'est un petit hôtel boutique où les gens qui travaillent là, je trouve tellement qu'ils sont gentils, qu'ils sont avenants. Même les garçons qui s'occupent du valet parking lisent mes livres, m'en reparle, c'est tellement sympathique, tu sais, puis j'arrive là, puis en la blague, je suis tout le temps, vous êtes ma deuxième maison, en fait, il y a la maison à la campagne, puis la maison en ville, mais c'est un hôtel, c'est pas grave, puis je pense que c'est ça qui fait que, probablement, on aime aller quelque part aussi, c'est de se sentir un peu chez soi à ce moment-là. Puis il y a tous les amis que j'ai à Montréal que je trouve que je ne vois pas assez souvent, mais que quand je suis là-bas, je peux prendre le temps d'aller voir. Récemment, j'étais avec une amie, Isabelle Laflèche, qui est une auteure que j'admire totalement. Et on est allé manger dans un restaurant que je connaissais pas, un petit restaurant végétarien, super mignon. Ça s'appelle Love, L-O-V, en plus amour. Ça m'avait dit, tu vas adorer le restaurant, tout est blanc dans le restaurant. Fait il y a plein de gens à Montréal qui me font faire des découvertes en plus que j'aurais pas faites probablement toute seule. Puis il y a ma grande journée d'inspiration que je produis à chaque année aussi au Palais des Congrès de Montréal, où encore une fois on a développé des relations, des liens avec les gens qui travaillent là. C'est un peu aussi de s'installer en quelque sorte à Montréal, de dire là il y a un événement qui a lieu à chaque année là-bas. Là je vais prendre l'os parce que Toto, c'est mon chien qui se promène avec un os, mais je sais comment ça va finir. Est-ce qu'il va le cogner par terre? Parce qu'on dirait qu'il sait que quand on fait une entrevue, là, que c'est filmé, il va attirer l'attention. C'est vrai. Fait du bruit. Ah oui, même quand tu as fait la vidéo. Ben oui, il faut toujours te vu, il faut qu'il vienne. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Alors voilà. Ben oui, et puis pour moi, Montréal, c'est lumineux. C'est très lumineux. C'est plein de belles énergies pétillantes. Wow, et des rencontres. Et des rencontres extraordinaires, tout à fait. On pige une citation maintenant qui fait partie du documentaire Montréal plus heureuse. OK. Puis tu dis ce que tu en penses. OK.
Ah oui, je l'adore. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. C'est tellement extraordinaire, cette citation-là. Hein? Parce que c'est vrai que c'est notre mental qui nous bloque souvent. Oui. Puis ça me fait penser aux enfants. Les enfants, souvent, quand on leur a pas dit que ça se peut pas, ou qu'ils n'y arriveront pas, c'est fou comment ils vont s'inventer des trucs, ils vont rêver bien plus, puis c'est à ça qu'il faut se reconnecter, je pense aussi. Tout à fait. Puis dans le mot impossible, il y a le mot possible. On voit des fois on voit le mot écrit, puis c'est barré, le IM, parce qu'on garde juste le possible de impossible. Ouais. Puis c'est fou comme on se programme beaucoup, je pense, les êtres humains dans la vie. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on peut se jeter autant des sorts positifs que négatifs. Ouais. Donc, on est aussi bien de se jeter des sorts positifs. Ah oui, tant qu'à faire. Voilà. Alors, puis, il y a la déclaration. Alors, moi, Christine Michaud, je déclare Montréal la ville la plus heureuse. Merci!